Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous passez un très bel été. Ce mois de juillet, j'ai décidé de diffuser 3 interviews que j'ai données sur d'autres podcasts. Ce sont 3 podcasts que j'aime énormément écouter. Et dans le 3e épisode, j'ai repris l'échange que j'avais eu avec Christelle Carder, qui est doula et qui a créé un magnifique podcast Empowerment des mamas. J'y ai parlé de mon postpartum immédiat pour la naissance de ma 2e fille et comment il a été beaucoup plus doux et simple que le premier. J'y ai expliqué ce que j'avais mis en place pour que ça se passe différemment. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, je suis doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solo autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je suis super heureuse de recevoir Clémentine Sarlat, que vous connaissez probablement déjà à travers son podcast La Matrescence. Clémentine est journaliste sportive de formation, podcasteuse donc, et professeure de yoga pré- et post-natal. Elle est aussi la maman de Ella qui a 3 ans et de Jasmine qui a 10 semaines. Si vous n'avez pas encore écouté son récit d'accouchement sur son propre podcast, je vous invite à le faire, car c'est merveilleux d'entendre raconter une telle naissance, pleine de grâce et de puissance. Ça permet de faire évoluer son regard sur l'enfantement, sur nos corps et sur la sagesse des bébés qui savent très bien être par eux-mêmes. Aujourd'hui, sur Empowerment des mamans, nous n'allons pas parler directement de naissance puisque Clémentine l'a déjà fait à travers son récit et à travers un autre épisode dans lequel elle parle de sa préparation, mais de post-natal. À 10 semaines d'une naissance magique, comment est-ce qu'on se sent ? Nous allons aborder dans tout cet épisode la préparation du postnatal, car oui, il est super utile de préparer aussi l'après-naissance, la présence des partenaires et de l'entourage, et tout ce qui peut avoir un rôle précieux dans un postnatal doux et bien vécu. Et nous allons aussi, bien sûr, aborder les choses qui peuvent être parfois plus compliquées. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour 1 heure de conversation intime et authentique avec Clémentine. Coucou Clémentine, merci pour ton temps, pour ta présence. Tu me disais que tu as ton petit bébé qui dort juste à côté et je suis trop heureuse de t'accueillir dans le podcast pour parler de ton post-natal. Comment tu vas ? Merci Christelle, je suis ravie d'être invitée sur ton podcast. C'est le juste retour des choses. Mais je vais super bien. Je ne saurais pas le dire autrement et je ne pense pas qu'il y a 3 ans, pour ma première fille, j'aurais pu te dire que je vais super bien. Mais là, ça va. Est-ce que tu peux nous dire quel âge a exactement Jasmine maintenant ? Elle va avoir 10 semaines demain. 10 semaines, super. J'avais noté 1 mois et demi, je suis... 1 mois en retard, tu vois. 1 mois en retard. Elle a 2 mois et demi. Ça passe vite. Même pour nous, de l'extérieur. Avoir conscience complètement dans notre sujet, j'avais envie de t'entendre parler, si tu veux bien nous en dire quelques mots du mouvement que vous avez lancé avec Anna Roy, une sage-femme, sur une femme, une sage-femme, justement. Ouais. En fait, elle a partagé donc, ce texte le 11 novembre dernier où elle a employé des mots très forts en disant elle avait été maltraitante pendant sa garde envers plusieurs de ses patientes. Et j'ai trouvé que c'était très beau de sa part en tant que soignante de reconnaître que malgré elle, malgré toute la bienveillance qu'elle veut mettre, le système fait du mal aux femmes qui accouchent. Et ça a d'autant plus résonné en moi puisque quelques semaines avant, je venais d'accoucher à la maison, donc je voyais bien la différence. Et en fait, je l'ai tout de suite contactée. Je lui ai dit merci pour tes mots, ça fait du bien d'entendre ça. Et je sais pas, elle m'a répondu et je lui ai dit écoute, il y en a marre que ce soit comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais qu'en Angleterre, c'est les femmes c'est les patientes qui ont demandé à avoir ce one-to-one. Je sais que c'est venu des femmes et pas des sages-femmes. Et elle me dit, ouais, je sais. Elle me dit, mais nous, tant qu'on n'est pas soutenu par les femmes, on ne peut rien faire. Je lui dis, écoute, bouge pas. On va trouver quelque chose. Oui, j'ai que ça à faire en postpartum, tu vois, de lancer des trucs comme ça.
C'était pas hyper prenant du tout. Mais je me suis dit, non, non, il faut, et c'est le moment. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai contacté mon amie Alison Cavaillé, qui est la fondatrice des Tagines Banane, et Clémentine Gallet, qui a fondé Bliss Stories, le podcast. Et je me suis dit, parce qu'elles ont des grosses communautés, on va avoir du relais si on fait ça. Et donc, toutes les trois, elles étaient partantes tout de suite. On a créé un groupe WhatsApp et Anna nous a dit, est-ce que tu veux pas aussi demander à Agathe Le Caron? Ça serait chouette de l'avoir, avec plaisir, j'ai dit. Et on s'est lancé comme ça. Donc, j'ai écrit la pétition, on l'a relue toutes ensemble. Et on s'est dit, on s'est pas dit grand-chose. On a fait une réunion Zoom. On s'est dit, allez, on verra l'impact que ça a, mais ça peut aider. Et puis, Alison a très gentiment proposé de payer une campagne d'affichage avec écrit «Une femme, une sage-femme» dans les rues de Paris. Donc, je tiens à le souligner parce qu'elle a payé de la poche de son entreprise et je trouve ça quand même hyper fort. Et puis, bah, c'est chouette. Pour l'instant, on est quasiment à 60 000 signatures et on espère que ça va commencer à faire bouger les choses. On a eu pas mal de relais dans la presse et on a surtout eu des centaines et des centaines, je pourrais dire des milliers de témoignages de femmes qui nous ont dit qu'elles avaient été maltraitées. Et ça me fend le cœur de lire ça, mais au fond, je me dis que ce qu'on a initié, c'est juste. Ouais, carrément. Où est-ce qu'on peut trouver cette pétition? Alors, le lien, c'est change.org/je suis maltraitante. Donc, c'est D'accord, facile à super. trouver. Ouais, je la C'est mettrai hyper dans les notes du podcast aussi pour celles et ceux qui voudraient trouver un lien direct. cool. Super, ouais. Pour basculer sur notre sujet, j'avais vraiment envie de t'en entendre parler parce que je trouve que enfin voilà, je soutiens à fond votre mouvement, cette pétition, puis cette demande en fait qui est juste la base, on va dire, C'est de, ça. de la bienveillance et en fait même du soin, tout simplement, hein. Tu nous disais tout de suite en entrée, avant même qu'on parle de ça, que tu voyais bien la différence d'un post-natal à l'autre. Est-ce que tu penses que la naissance que tu as vécue, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode sur le podcast de la matrescence où Clémentine raconte son enfantement qui est trop magique. Non, C'est trop merci. beau d'entendre ça. Est-ce que tu penses que cet enfantement, cette façon d'avoir mis au monde Jasmine a un impact sur ton postnatal aujourd'hui? Ah bah, c'est le cœur de mon postnatal pour moi. Mais aussi toute la préparation en amont que j'ai faite. Mais le fait d'avoir accouché à la maison, ça a tout changé. Mais c'est un projet global, tu le sais mieux que personne, d'avoir choisi cette option-là pour moi, qui me paraissait la plus appropriée pour ma vie à ce moment-là. Ça m'a mis dans des conditions tellement incroyables pour ce postpartum. J'ai eu la sensation, peut-être pendant 3 semaines, d'être sur un nuage, d'être complètement stone, d'être éclatée, physiquement fatiguée. Hein, ça n'enlèvera pas cette fatigue, hein, ne croyez pas l'inverse. Mais d'être dans une espèce de bulle tellement incroyable. C'est difficile à décrire, hein, parce que c'est puissant, parce que c'est beau, parce que c'est surréaliste un peu. Mais d'avoir accouché à la maison, ça a tout changé. Hmm. Moi, ce que je vois souvent, c'est que c'est comme s'il n'y avait pas de rupture en fait. Le fait d'accoucher à la maison, il n'y a pas vraiment de rupture bien sûr, il y a quand même un gros changement entre la fin de la grossesse et la naissance, mais c'est comme vraiment une continuité. Puis du coup, cet état d'euphorie des hormones, il continue en postnatal en fait jusqu'à descendre tranquillement. En fait, il y a beaucoup moins une rupture d'état à un autre en fait. Je sais pas si tu exprimerais ça comme ça, mais ça rejoint ce que tu dis, je trouve. Ah oui, complètement. Non, je suis d'accord que c'est un vrai choc de devenir parent. Donc, il y a forcément une différence entre le fait d'avoir un gros ventre et de ne plus avoir de ventre. Enfin, ou un ventre distendu. Mais c'était... Enfin, voilà, moi, j'ai raconté mon accouchement. J'ai accouché dans mon salon, une piscine exprès à l'eau chaude. Et quand j'ai terminé les soins avec ma sage-femme sur le canapé, il était 4 heures du matin, ça faisait 2 heures à peu près. Elle me dit, bah, si tu veux, tu vas être recouchée dans ta chambre. Et là, tu fais, ah ouais, c'est vrai en fait. Je vais juste repartir dans mon lit. Et donc, bah, on est monté. Déjà, j'ai pu monter les escaliers sans problème, tu vois, c'était même pas un souci, j'étais pas en souffrance. Avec mon bébé, je suis allée dans la chambre d'amis et on s'est allongés toutes les deux avec ma fille. Et mon mec est parti dans notre chambre parentale où il y avait notre autre fille. Et puis le matin, elle s'est levée, notre fille, et elle a découvert sa petite sœur dans la chambre d'amis, dans sa maison. Et ça aussi, je trouve, par rapport à la rupture, tu vois, dans le cadre familial, il n'y avait pas de rupture,
puisque notre fille, elle s'est juste réveillée comme un matin de Noël, quoi. Ouais, il n'y a pas ce moment où tu pars à la maternité, tu laisses Exact. ton aîné, puis tu sais pas trop comment l'aîné vit les choses, etc. Puis tu reviens avec un bébé après avoir été absente. C'est C'est clair que clair. là, ouais, c'est complètement différent. Non, et puis bah voilà, tu te réveilles dans ton lit. Alors oui, t'as pas dormi, hein, croyez pas. Hein, j'étais sur mon nuage en mode qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et ma sage-femme, elle est repartie et j'étais bien, j'étais pas stressée, je savais qu'il y avait mon mec, enfin, j'étais avec mon bébé, c'était fou, je sais pas. En fait, clairement, j'avais tout imaginé sur l'accouchement, comment ce serait, tout ça, mais cette sensation de te recoucher dans tes draps, dans ton lit, j'avoue que c'est un luxe qui est trop beau, qui est trop chouette. Carrément. Je suis d'accord, je te rejoins après 2 accouchements à la maison. C'est trop bien ce moment. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre préparation? J'ai dit votre parce que j'imagine qu'elle implique ton partenaire au moins. On va parler aussi de l'entourage proche. Mais votre préparation pour le postnatal, parce qu'on parle toujours de la préparation à la naissance, mais il y a la préparation du postnatal et dans ce que je sais, de ce que vous avez fait, il y a eu quand même au moins des discussions, de la logistique peut-être. Voilà, est-ce que tu veux nous expliquer comment vous avez envisagé les choses? Bah, clairement, par rapport à ma première expérience, je n'avais rien préparé pour mon premier postpartum. Je savais même pas ce que c'était. Enfin, je connaissais ce mot et le quatrième trimestre, mais j'avais dans ma tête cette image, je pense comme 95% des femmes, de j'ai un bébé, bah, c'est juste ça qui change dans ma vie. J'ai un petit poupon, je vais l'habiller et le changer, et voilà. Oui, alors non, en fait, ça se passe pas comme ça. Je l'ai découvert de manière un peu difficile. Et là, j'avais dit à mon mec, j'ai dit, moi, voilà, ça fait 2 ans qu'on a notre fille, je suis prête à avoir un deuxième enfant. Par contre, on va le faire dans mes conditions, ce deuxième enfant. Et donc, ça veut dire un accouchement à la maison, ça veut dire un postpartum préparé. Alors, certes, je me suis beaucoup plus préparée que lui au postpartum. Il a suivi ce que j'avais à lui dire. Mais le fait que moi, je me sois préparée, quoi qu'il arrive, ça a tout changé. Donc, j'ai lu beaucoup de livres qui sont très intéressants. Et voilà, le tout premier que j'ai lu, c'est First 40 Days. Donc, c'est un livre en américain et qui n'est pas traduit en langue française, qui se base sur la médecine chinoise et qui avait complètement changé ma vision du postpartum il y a 2 ans et demi, donc juste après la naissance de ma fille. Et je m'étais dit, mais pourquoi je ne savais pas tout ça? Et à ce moment-là, n'existaient pas encore les livres Le quatrième trimestre naturel et Le mois d'or. Et ensuite sont sortis ces livres-là. Donc, en fait, bah, j'ai refait une prépa puisque j'ai relu ces 2 livres que j'avais déjà lus. J'ai réécouté les épisodes que j'avais enregistrés avec les 2 autrices. Et je me suis fait une liste de ce que je voulais faire. Donc, concrètement, ça tournait surtout autour de la nourriture. Donc, j'ai tout préparé en amont grâce à une de mes super amies, Olivia, qui est la marraine de Jasmine. Et qui, avec sa cousine, elles sont vietnamiennes d'origine, elles m'ont préparé des plats incroyables. Et on a tout congelé, donc j'avais au moins 3 semaines de plats. Et ça, mais c'est incroyable. Je ne saurais pas le dire autrement. J'avais bien intégré ce qu'il fallait comme type de nourriture. Donc, j'avais des bouillons parce que je savais que mon estomac et mes intestins, ils avaient besoin d'être au repos et de ne pas être sollicités à digérer des choses difficiles. Je savais qu'il fallait manger chaud. J'avais bien compris qu'il fallait que je reste au chaud. Donc, j'avais des chaussettes, des bas de contention. Je suis restée allongée pendant au moins une semaine. Tout ça, je ne l'avais pas du tout intégré avant. Moi, pour ma première fille, je te dis, je pense comme 95% des femmes, je pensais que une fois l'accouchement passé, c'était le plus dur et c'est bon, la vie reprenait son cours comme avant et il n'y avait rien à faire, quoi. Oh, quelle erreur! Mmh. Ouais, c'est ça qui est violent en fait, c'est quand on n'est pas du tout préparé au fait qu'on va pas du tout pouvoir reprendre notre vie comme avant la grossesse, tout simplement. Pas Exactement. tout de suite. Cette matrescence qui arrive. Exactement. Et tu parles justement de la façon dont tu en as parlé à ton conjoint. Il a accepté tout de suite. C'était OK pour lui. Bon, j'imagine, te connaissant un peu, que il a dû vite accepter en tout cas. Est-ce que tu vois, en fait, je te pose cette question parce que je trouve que c'est bien d'entendre ce que tu vas avoir à nous dire sur ce sujet. Parce que parfois, quand moi, en tant que doula, j'accompagne des futures mamans, quand on commence à parler du postnatal, la réaction que je vois la plus souvent et qui, au bout d'un moment, finit par pas vraiment me consterner parce que je le comprends et puis voilà, c'est le vécu de ces femmes-là à ce moment-là de leur vie, mais il y a cette peur
de gêner l'entourage, en fait. Il y a cette peur de ne pas être comprise, acceptée dans ces demandes-là, de ne pas vraiment oser les formuler. Tu vois ce que je veux dire? De ne Ouais, pas s'autoriser, en fait, à avoir ces demandes pour soi-même. Bon, alors moi, c'était tellement clair et net dans ma tête que j'avais pas du tout peur de solliciter mon entourage, mais j'ai pas tellement sollicité mon entourage pour Clément, en tout cas pour mon conjoint. Je pense qu'il a eu du mal au début à comprendre que ça avait une importance. Et je me suis un peu énervée à 3 semaines d'accoucher en lui disant, s'il te plaît, quoi, prépare des plats avec moi en avance. Il me disait, mais non, on le fera après. Et je lui dis, mais ce que tu te rends pas compte, c'est qu'on a déjà un enfant. Tu aurais autre chose à faire déjà, c'est t'occuper de notre fille, notre grande. Et donc, c'est vrai que pour lui, il ne voyait pas tellement l'importance, mais bon, il l'a fait. Et je pense qu'il était très content de n'avoir qu'à réchauffer des plats et d'avoir les recettes déjà toutes prêtes, des choses que je voulais. Donc, finalement, ça lui a aussi bien servi à lui qu'à moi. Et pour mon entourage, bon, ma mère m'avait déjà beaucoup aidée à mon premier postpartum sans vraiment savoir ce qu'il fallait. Donc, j'en avais beaucoup discuté avant avec elle. Je lui ai passé les livres. Mes beaux-parents, ils savaient aussi. Puis, ils ont toujours été très cool et il n'y avait pas de problème. Et je pense qu'à mes copines, c'est à mon Blessing Ways où peut-être elles ont un peu pris conscience de cette dimension-là et ça a même planté des graines pour elles de se dire mais qu'est-ce que je veux moi pour mon postpartum? Ça les a intéressées. Et puis après, je ne vais pas mentir, je sais qu'il y en a plein qui écoutent mon podcast, donc sans que moi je le dise, elles ont intégré l'info. Euh, Après, je comprends cette peur de dire à l'entourage, c'est parce que je comprends qu'il y a certaines femmes d'une autre génération qui vont dire mais nous, on n'avait pas tout ça, ça va, arrêtez de vous plaindre. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, j'ai de la peine pour nos mères qui n'ont pas été prises en charge, dont on n'a pas pris soin. Et si elles vous disent qu'on est en gros une génération de chochottes, parce que je l'ai déjà entendu, pas de la part de mes parents, heureusement, bah, elles renvoient à leur propre image à elles, parce qu'elles, on n'a pas pris soin d'elles. Donc, si, tant pis, si ces personnes-là ne veulent pas être votre entourage et venir vous aider, bah, vous essayez de compter sur d'autres gens. Je comprends ce que tu veux dire, Christelle, parce que je pense aussi qu'en tant que femme, on a beaucoup de mal à demander de l'aide, parce qu'on a été habitué à d'avoir le rôle de je prends soin d'eux. Et être dans la position inverse, on n'a pas du tout l'habitude, moi la première. Et sauf que je suis persuadée qu'il y a au moins un moment dans la vie où on a le droit de s'autoriser ça, c'est en postpartum. Et il faut se dire qu'on a le droit. Carrément, je te rejoins évidemment là-dessus. Puis je pense que il y a cet aspect du féminin, effectivement, de notre rôle genré dans la société. Mais moi, je vais même encore plus loin avec ça. Tu vois, je pense que c'est aussi la suite complètement logique et inévitable de la parentalité, en fait, telle qu'elle était encore pensée dans nos sociétés il y a la génération avant, où on a justement une parentalité qui n'est pas proximale et où l'éducation vise à l'autonomie. Et du coup, c'est comme si, une fois arrivé adulte, on doit tout faire tout seul par soi-même. En fait, dès qu'on apprend quelque chose, on doit le faire par soi-même. Quand on sait lire, on ne se fait plus lire d'histoire. Quand on sait se brosser les dents, on se fait plus brosser les dents, etc. Et du coup, moi, je fais vraiment un lien direct avec ça, d'autant plus dans nos sociétés où nos grands-parents travaillent parfois encore et où, tu vois, c'est comme si on ne savait plus se faire materner en tant qu'adulte, en fait. Alors que pourquoi on ne serait pas encore materné en tant qu'adulte par nos propres mères dans ce moment-là où on devient mère nous-mêmes? Moi, je vois vraiment un lien. Puis, je trouve très beau ce que tu dis et c'est quelque chose que je partage aussi très souvent dans mes accompagnements et sur le podcast, que le fait d'apprendre à demander de l'aide, à nouveau, on va dire, c'est vraiment un des premiers apprentissages de la maternité pour moi. Oui, tu as raison. C'est tout à fait le problème que j'ai eu pour ma première fille. J'avais cette image de la Wonder Woman qui doit tout faire, qui va réussir à tout faire. Et pourquoi moi, je n'y arriverais pas si toutes les autres, elles y arrivent, puisque l'image que la société me renvoie de la mère moderne, c'est ça. Et j'ai pris une grosse claque dans la tête en devenant mère. Et quelque part, ça a été très difficile pour moi, identitairement, au milieu de cette matrescence aussi par rapport au féminisme et l'idée que je m'en faisais. Tu vois, tout ce qui tourne autour de l'allaitement, qui pour une frange du féminisme, c'est de l'aliénation envers son bébé. Et je ne savais plus me situer, moi, dans tout ça, parce que je suis éminemment féministe, mais je ne me reconnaissais pas dans cette image de la femme qui doit vite travailler, être indépendante, ne pas dépendre de son bébé, ne pas materner, comme tu dis.
j'étais perdue. Je me disais, mais moi, je suis féministe, mais je veux aussi élever mon bébé dans des bonnes conditions et je veux pas couper ce lien, en fait. Je suis pleine d'amour pour ce bébé, mais j'ai l'impression d'être différente de ce que la société voudrait que je sois comme mère. Ça, c'était Mhm. super dur, je sais, pour ma première. Et donc, évidemment, quand tu es dans cette posture-là, tu ne demandes pas d'aide parce que tu es censé savoir faire. Mais c'est faux, il faut tellement déconstruire cet archétype-là et cette image-là, et encore plus en postpartum. Et tu sais, j'avais cette image aussi de nous, les femmes, on doit être fortes. Et c'est vrai. Et on est forte par essence, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais du coup, être vulnérable dans ce moment-là, c'était un aveu de faiblesse pour moi envers la jante masculine, puisque j'ai toujours clamé qu'on est à égalité. Mais non, on n'est pas à égalité, juste parce que nous, on enfante et qu'on donne la vie, et c'est autre chose, et c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire qu'on est en retrait par rapport aux hommes. On fait juste quelque chose d'encore plus ouf, en fait. Ça aurait dû me donner beaucoup plus de pouvoir, mais j'arrivais pas avec cette image-là. Moi, personnellement, mon premier postpartum a été difficile à cause de toutes ces images que j'avais de la femme et qu'il a fallu que je déconstruise et que je retrouve ma propre image, que j'en fasse ma propre image et que j'enlève tout ce que j'avais qui m'emprisonnait, en fait. Est-ce que justement tu as eu des contre-modèles ou des modèles de femmes qui vivaient leur maternité de manière proche de ce que toi tu avais envie d'expérimenter et qui étaient en même temps des modèles de féminisme pour toi ou d'indépendance ou de force comme on peut entendre justement d'empowerment ou voilà, des rôles qui venaient t'aider à déconstruire ça, ou est-ce que tu as vraiment puisé à l'intérieur, ou est-ce que c'était un peu les deux? Euh, j'ai pas vraiment, à ce moment-là, en tout cas, j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui me ressemblait et qui ressentait ce que je ressentais. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la matrescence, parce que j'avais besoin un peu d'exprimer qu'on avait le droit d'être comme ce que je ressentais. Moi, je me suis fait piéger. Je pense que je l'ai déjà vu dans les témoignages de femmes qui racontaient ça par les réseaux sociaux, par Instagram. Je me suis identifiée à une femme que j'admire beaucoup, d'ailleurs, par ailleurs, qui s'appelle Samantha Ponder, qui a exactement le même job que moi aux États-Unis, donc qui était journaliste sportive et qui avait à peu près la même famille que moi, puisqu'elle est mariée à un ancien joueur pro de football américain. Et l'image qu'elle renvoie, elle venait d'avoir un bébé 2 ans avant et elle l'emmenait partout. Et moi, je pensais que bah, je ferais exactement la même chose et que ça serait aussi simple que ça avait l'air pour elle. Mais j'avais omis plein de choses qui entraient en compte là-dedans. Et surtout le fait que ce n'était que des photos et que c'était que Instagram et que ce qu'elle vivait dans sa vie privée était forcément différent. Et d'ailleurs, cette femme, elle a mon âge, je l'ai rencontrée, on a discuté, parce qu'on a une connaissance américaine en commun, et ça m'a fait du bien de voir l'envers du décor, mais je me suis mis une pression monstre en me disant pourquoi moi, j'y arrive pas, alors que elle, sur Instagram, ça a l'air super simple, et on a exactement la même vie. Bon, on a exactement la même vie à quelques millions de dollars près, puisque son salaire, c'est 4 millions de dollars à l'année. C'était pas du tout mon cas. Donc, tu peux avoir des nounous avec toi partout et te balader au travail. Moi, je pouvais pas vraiment faire ça. Mais bref, tu vois, ça m'a piégée parce que c'était la personne à laquelle je m'identifiais. Et à côté de ça, j'avais ma sœur américaine, j'en parle beaucoup dans mon podcast, qui s'appelle Nan, qui est la personne qui m'a donné envie d'accoucher à la maison et qui m'a fait découvrir la matrescence, ce mot-là, et qui a été ma bouée de sauvetage. Et elle est entrepreneur, elle a une entreprise de paysagisme, elle est de jardinerie. Et elle m'a dit, mais Clem, moi, c'est ma boîte, c'est moi la boss. Et ben, même moi, j'ai l'impression d'être une imposteur en revenant d'avoir fait une pause après, parce qu'ils n'ont pas vraiment de congé maternité. Mais donc, t'inquiète pas, c'est normal. Et donc, elle m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Hmm. C'est trop beau d'entendre à quel point elle a été présente pour toi dans ta maternité. Et à chaque fois, je suis émue en t'entendant parler d'elle. Je trouve ça super beau. Merci. Euh, Tu nous parlais tout à l'heure de ton Blessing Way. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus éventuellement sur la façon dont ça a impacté ton postnatal? Tu nous as dit déjà que ça avait permis à ton entourage et en tout cas aux femmes autour de toi peut-être de elles-mêmes se poser des questions pour elles-mêmes, mais est-ce que tu les as senties aussi plus investies dans le moment de ton accouchement? Évidemment, j'imagine, tu racontes que tu allumais les bougies et tout, je vais pas trop spoiler, mais allez écoutez, c'est trop beau! Mais est-ce que dans ton postnatal, tu as senti aussi plus de présence que pour la première fois ou au final, tu n'en as pas forcément eu besoin ou comment c'est dans...
je crois pas que j'en ai eu vraiment besoin, mais juste de savoir qu'elle savait que j'aurais peut-être besoin. Ça m'enlevait un poids parce que je me sentais comprise. En fait, quand j'ai demandé à faire le Blessing Ways, déjà, aucune d'elles quasiment ne savait ce que c'était. Et elles l'ont dit, bon, ok, vas-y, viens, on le fait. Et elles y allaient pas toutes, mais quand même pas mal un peu à reculons en mode, c'est quoi ton truc un peu chelou là? Mais bon, moi, aucun souci, j'étais sûre que ça ferait un effet positif ça aurait un effet positif sur elles. Et en fait, elles sont ressorties cet après-midi, mais comme moi, quoi, portées et tellement émues. C'était, pour moi, le Blessing Way, c'était magnifique parce que j'ai, j'ai, j'ai peu l'habitude d'entendre mes proches parler de moi, ce qui est normal, comme la plupart des gens, je pense. Et donc, au Blessing Ways, ben, on fait un tour, une ronde, et chacune me dit un mot. Et bon, déjà, j'ai beaucoup de mal à ne pas répondre. Donc là, je devais pas répondre. Je devais juste écouter ce qu'elle me disait. Donc ça, c'était dur aussi parce que c'est encore plus émouvant, je trouve, quand tu te tais et que tu intègres tout ce qu'elles te disent. Et j'ai pu, dans leurs mots, voir parfois de l'admiration, parfois leur amour, peu importe comment il se manifeste. Et on ne se dit pas assez qu'on s'aime entre nous, entre femmes. On ne dit pas assez ce qu'on admire chez les autres. Et moi, parfois, j'avais la sensation peut-être de ne pas être à ma place ou de ne pas faire assez. Et leurs mots, avec leurs mots, elles m'ont donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Elles ont pris soin de moi. Et en fait, c'était ça. J'avais cette sensation d'être comprise et d'être prise en compte dans mon intégralité en tant que future maman. Peu importe, j'ai une de mes meilleures amies, elle n'a pas d'enfant et elle, c'est à 100 milieux de sa vision de plein de choses. Et tant pis, elle était là pour moi, même si c'est pas son truc, même si elle m'a dit, mais moi, jamais je pourrais le faire pour moi, c'est trop embarrassant qu'on s'occupe de toi comme ça. mais elles l'ont fait pour moi et c'était magique. Franchement, je l'ai fait 3 semaines avant d'accoucher. Je sais que si j'ai un autre enfant, je ferai pas sur une après-midi, mais genre sur une journée entière. C'était beaucoup trop court. C'est trop beau d'entendre à quel point ça t'a porté dans les dernières semaines, puis on sent comme ça, toujours pareil, comme ça diffuse aussi dans le postnatal et comme ça porte juste de savoir que nos proches, ils sont là, en fait, même s'ils ne sont pas là techniquement dans chaque instant de notre quotidien, mais voilà, ils sont là par la présence à Ouais, distance. c'est clair. Ah, non, mais c'est clair que c'est rien à voir. Et tu sais, je voulais dire un truc aussi qui a aussi, je pense, changé beaucoup mon postpartum. Je sais pas si tu as me poser cette question, mais j'ai pris du placenta. Ah Et, oui, et tu sais, super. alors dans la nourriture, voilà, j'ai très bien mangé en postpartum, mais sincèrement, et j'ai une autre copine qui m'a dit la même chose, qui a accouché le lendemain de moi et qui a pris du placenta aussi. Mais cette sensation d'avoir une humeur égale, contrairement à ce que j'avais eu à ma première fille, où c'était les montagnes russes tous les jours. Là, c'était d'un truc tellement paisible. Et je sais qu'un des effets décrits par les femmes qui prennent du placenta, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, c'est qu'on est sur cette humeur égale. Et ben, je pense que ça a fait beaucoup de différence aussi. Alors, c'est peut-être du placebo, hein, mais on s'en fout, ça a marché. Tu veux bien nous dire comment tu l'as consommé? Alors moi, cru, la forme la plus pure, puisque je ne l'ai pas fait encapsulé, il est dans mon congèle et j'ai coupé, enfin ma sage-femme m'a coupé plusieurs morceaux que j'ai mis soit dans des purées, soit dans des smoothies. Et alors au début j'en ai pris trop, elle m'a dit c'est un par semaine, j'en ai pris un par jour pendant 8 jours, mais c'est pas grave. Et ça m'a pas du tout dégoûtée, j'ai trouvé, et je sais pas, peut-être c'est placebo, je m'en fous, mais j'avais vraiment cette sensation qu'en le prenant, je me faisais du bien. Ouais, ça régule, c'est réputé pour réguler l'humeur, Ça. adoucir le choc hormonal du postnatal, soutenir la régénération de l'organisme. On peut l'utiliser aussi Ah pour... ben, enfin, Ouais. moi je sais que j'ai eu très peu de tranchées, très très Mhm. très peu. Donc alors que normalement on te dit au deuxième enfant, les tranchées c'est costaud. Moi j'ai quasi rien senti. J'ai très peu saigné aussi. Et physiquement j'ai eu la sensation de me remettre bien plus vite. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a le fait que j'ai aussi donné naissance dans l'eau, dans une manière hyper naturelle avec pas d'intervention. Donc mon périnée intact, ça c'est plus simple.
Ouais, carrément. C'est un tout de toute façon. C'est ça qui est Oui. intéressant de se rendre compte, c'est à quel point tout est lié et comme chaque chose va avoir un impact. Puis tu sais jamais qu'est-ce qui au final a rendu l'expérience aussi bonne, mais tout a eu un impact positif et c'est ça qu'on recherche en fait. Exactement. Ouais. Et comment ça s'est passé l'allaitement pour Jasmine? La première tétée, comment ça s'est mis en place? Est-ce que c'était plus facile, plus compliqué? Je sais qu'il y a eu des petits soucis de frein. Comment ça s'est passé tout ça? Ben, c'était plus dur. Il y a bien des choses, il faut bien que ce soit plus dur. Mais là, c'était pas trop de mon fait. Mais ce qui est cool, c'est que pour une deuxième maternité, je m'attendais pas à ce que tout soit plus simple. Je sais que ça rend humble de devenir parent, donc il faut pas avoir trop d'attentes sur des choses. La première tétée, bah, tu vois, on est resté dans l'eau pendant un petit moment, puis je suis sortie de l'eau, je me suis allongée sur le canapé, j'ai expulsé le placenta. Alors j'avoue, je ne sais plus si j'ai fait la tétée d'accueil avant ça ou après ça. C'est flou dans ma tête, le timing là. En même temps, on peut pas trop t'en vouloir vu la naissance. Ça a Mais déjà c'est un duré peu... 30 minutes, Ouais. c'est clair. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord que bon, là, le timing il est un peu complexe, c'était trop rapide. Mais bah, je l'ai fait sur le canapé, tranquille. Et après, c'était super parce que tu vois, ma sage-femme, elle m'a expliqué, elle m'a dit, bon, la Clem, normalement, quand ils arrivent là sur Terre, ils sont sonnés pendant 24 heures, elle va pas beaucoup téter, ne t'inquiète pas. Par contre, 48 heures après, elle va te faire la fête, ça sera peut-être de jour, mais ça sera peut-être de nuit, donc sois prête. Et donc, effectivement, ça s'est passé comme ça. Première 24 heures, quasiment rien pris. Elle était toute stone, je pense. Voilà. Et alors là, la nuit d'après, toutes les demi-heures, elle a tété à peu près. Donc, bah voilà, enfin, j'étais prête, hein, donc c'était pas grave. J'ai eu un petit. Est-ce que j'ai eu des crevasses? Je sais plus trop. En fait, au début, j'ai pas trouvé que c'était trop galère comme ça avait été pour ma première fille, parce que je me suis laissée guider par ses envies à elle. J'ai pas noté, parce que à la mater, on te donne un carnet, il faut que tu saches sein gauche, sein droit. Pardon, c'est beaucoup de pression, je trouve. Là, j'ai juste fait comme elle avait envie et je lui ai donné. Par contre, j'ai eu une montée de lait costaud que j'avais pas eu pour ma première fille. Oh, ça, j'étais pas prête. Merci les feuilles de chou. Pareil, ma sage-femme m'a dit bah, prends des feuilles de chou, ça va t'aider. Et effectivement, parce que là, ça fait mal hein, quand même la montée de lait. Je savais pas trop ce que c'était, moi. Pourtant, j'ai allaité 3 mois ma première fille. Mais c'était particulier. Ça m'a fait beaucoup rire avec mes feuilles de chou, là. Ça pue. Mais apparemment, ça gêne pas les bébés, l'odeur, hein, parce qu'ils continuent de téter. Et non, moi, le souci qu'on a eu, c'est que bah, au bout de 8 jours, elle a été malade, puisque sa sœur lui a offert un beau cadeau de naissance, un petit rhume. Sauf qu'à 8 jours, autant te dire, c'est complexe. Donc, elle a commencé à téter moins, parce que bah, elle était prise. Donc, après, il a fallu enclencher un peu. Et puis, au final, elle a des freins. Donc, elle a 4 freins à la lèvre, aux joues et à la langue. Et celui de la lèvre, c'était le plus costaud. Donc, elle ne pouvait pas retrousser sa lèvre pour téter. Et donc là, bah, elle prenait jamais bien en fait et elle me faisait mal tout le temps, elle me pinçait. Donc bah, j'ai enclenché au bout de 6 semaines comme ça quand même. J'ai vu une consultante en lactation et parce que j'ai eu un engorgement, truc que j'avais jamais eu pour ma première. Tu vois, je savais pas ce que c'était une mastite, je savais pas ce que c'était un engorgement, j'avais jamais ouvert un livre sur l'allaitement. Donc là, j'ai beaucoup plus étudié ce que c'était l'allaitement concrètement. Et bah, on a découvert qu'elle avait des freins. Et donc, elle s'est fait couper les freins en chirurgie. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Et l'ostéopathie pour détendre les tensions et la chiropractie aussi, hein, ça change tout. Donc, on est sur un truc un peu plus complexe. Mais écoute, je m'accroche puisque je sais que je vais l'allaiter longtemps. Donc, aucun souci. Hmm. Ouais, pour moi, tu vois, c'est super précieux d'avoir ce genre de retour-là parce que moi, je dis souvent, par exemple, aux mamans que j'accompagne, d'essayer de rencontrer avant ou d'entrer en Mm. contact avant avec une conseillère en lactation pour qu'en fait, dès qu'il y a le moindre souci, ben moi, je peux accompagner, les doulas, on peut accompagner, les sages-femmes aussi, mais les consultantes en lactation sont quand même, elles sont au top, quoi, on peut dire, en général. Et du coup, d'avoir déjà un premier contact, ça facilite beaucoup la prise de rendez-vous tout de suite quand on a un problème, je trouve, tu vois. On attend moins que quand on doit faire la démarche en postnatal de chercher la bonne consultante Ah, en mais c'est sûr. lactation. Ouais. Non, mais t'as raison, j'avais juste très mal anticipé cet aspect-là parce que j'avais dû être un peu présomptueuse en me disant bah ça s'est très bien passé pour ma première fille, je vois pas pourquoi ça se passerait mal pour la deuxième. Même ma sage-femme m'avait dit tu veux faire le cours sur l'allaitement? Je lui ai dit non, non, t'inquiète, c'est bon.
On ne peut pas penser à Mais tout non plus, hein. écoute, c'est pas grave. Alors, l'avantage, c'est que ça ne m'a pas stressée. J'ai eu une petite baisse de lactation. Elle était au sein tout le temps. J'avais mal. Je me suis pas dit, je vais pas y arriver, je vais abandonner. Il y a eu des moments où je me disais, putain, j'avoue, ça fait mal, c'est pas agréable, ça me saoule un peu. Mais j'ai pas paniqué. Je pense que ça, par contre, c'est l'expérience d'avoir bien allaité avant, quoi. C'est l'expérience, ouais, comme tu dis, puis c'est aussi tout le reste qui est hyper soutenant et sur lequel tu es dans ta confiance, en fait. Parce que si tu étais une maman qui était fragilisée à ce moment-là déjà par ailleurs parce que tu as ton choc hormonal, parce que t'es pas bien nourrie, ça s'ajoute, tu vois, parce que t'es pas reposée, etc. Bah, tu mets une petite difficulté ou une grosse difficulté d'allaitement par-dessus, puis t'es sûr qu'on renonce, quoi. C'est logique aussi. Ouais, ouais, clairement. L'expérience, ça fait beaucoup, donc on peut pas en vouloir aux mamans qui viennent de découvrir tout ce que c'est d'avoir des ratés, c'est normal, hein. On apprend et Ouais, il n'y a qu'avec l'expérience qu'on y arrive. carrément. Bah écoute, j'espère que ça va tout bien qu'elle va bien se rééduquer et tout ça. Oui, j'espère aussi. Non, mais ça va, ça va. Écoute, on s'accroche. On Super, fait un travail d'équipe, là, elle et moi. Bon, c'est ça. elle est bien grasse pour un petit bébé, donc tout va bien. Elle arrive quand même à manger, elle n'est pas morte de faim. Est-ce que tu prévois, je passe du coq à l'âne, est-ce que tu prévois de te faire un rebozo ou de t'offrir ça? Oui, tout à fait. Oui. C'était comme le Blessing West, tu vois, il y avait des choses qui étaient non négociables dans ce que je voulais faire pour cette deuxième maternité. C'était pas sur un aspect de performance, tu vois, c'était au contraire de me dire, je sais ce dont j'ai besoin, donc j'ai identifié mes besoins, maintenant je vais y répondre. Alors il y a eu le confinement là, donc ça a un peu perturbé parce que je devais me faire masser, je devais faire plein de trucs là ce mois de novembre. Mais oui, je veux absolument faire un soin rebozo, ça me fait rêver. J'en ai offert un à ma cousine, tu vois, qui ne connaissait pas et qui avait eu un bébé 3 mois avant. Donc, de ce qu'elle m'a raconté, ça me donne encore plus envie de le faire, de le faire. Carrément. Est-ce que tu as déjà eu un serrage de bassin ou est-ce que tu n'as pas eu ça dans ton passe natal pour l'instant? Je sais qu'il y a certaines femmes certaines sages-femmes, pardon, qui le proposent. Si, si, alors ma sage-femme l'a proposé, mais elle voulait le faire avec Clément, il n'était pas là à ce moment-là, donc elle m'a dit je ne peux pas le faire toute seule. Et le lendemain, ma doula l'a fait, donc voilà. Si, si, Super. j'ai eu un serrage de Ouais, bassin. Ouais. super. Ok. Super tout ça, bah dis donc. Et le fait d'être resté couché, est-ce que c'était pas difficile pour toi? Est-ce que c'était au contraire un bon moment? Est-ce que tu étais... Tu vois, je te demande ça parce qu'il y a certaines femmes qui, soit en amont, elles se disent, oh là là, mais rester couché autant de temps, est-ce que ça va pas être dur? Ou même sur le coup, qui ont du mal en fait à vivre ce temps où elles se sont fait recommander de rester couchées après la naissance et où, voilà, dans l'esprit du mois d'or, tu vois. Et je me demandais comment toi, tu l'avais vécu ce temps vraiment au ralenti et à l'horizontale. Alors moi, j'étais tout à fait préparée à faire ça et je n'étais pas du tout en mode culpabilité de le faire. Alors c'est un peu compliqué quand tu as déjà un enfant, Carrément. concrètement, mais je suis restée 6 jours à l'étage, je ne suis pas descendue et c'est extrêmement bizarre le moment où tu redescendais. Tu te dis, waouh, ce nouveau monde en bas. Et donc, j'ai fait 6 jours là-haut où on m'a apporté à manger. Voilà, j'allais me doucher, je restais en haut, allongée. J'ai essayé d'y repenser tout à l'heure, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 jours? Est-ce que je savais que tu allais me poser des questions? Et je sais plus. Je sais que je suis restée allongée. J'ai dû lire un peu des livres parce que j'adore lire. Je suis restée avec ma fille, j'ai dormi. Euh, mais je ne sais pas. Cette période est très floue, mais je sais que je n'ai pas bougé, que j'ai bien mangé. Euh, j'ai pris des photos. Si j'ai dû bouger de mon lit, on a un fauteuil dans la chambre, tu vois, j'ai dû juste faire ça. Et par contre, ça a été plus dur, ce truc de se dire pendant un mois, je bouge pas. Alors, j'ai dû le faire parce que comme ma fille, elle a eu un rhume au bout de 8 jours, j'ai dû partir chez la kiné en kiné respi, donc je suis sortie de ma bulle un peu. Juste prendre la voiture, ça c'était bizarre. Mais j'ai quand même pas fait grand-chose pendant un mois. J'ai dû sortir 1 ou 2 fois marcher et encore. Euh, Mais c'est vrai qu'on tombe vite dans cet écueil de se dire, OK, je recommence à avoir de l'énergie là au bout de 3 semaines, un mois, je vais refaire des choses, je vais me rebouger. Euh, et c'est pas facile, je trouve, d'arriver à se freiner là-dedans. Là, tu vois, j'expérimente quelque chose qui est complètement différent de ce que j'ai eu de la première fois parce que j'étais salariée la première fois. Donc, clairement, mon congé maternité, j'avais rien à faire niveau boulot. Là, c'est différent. Je suis indépendante, donc j'ai pas de congé maternité.
je travaille comme j'ai envie. Et donc là, c'est là où tu mets le curseur. À quel moment est-ce que c'est du travail? À quel moment c'est pas de travail? C'est particulier d'arriver à lâcher prise là-dessus, en fait. C'était ça pour moi la plus grande difficulté. Ça l'est toujours, hein. On est à 10 semaines postpartum. J'ai quand même recommencé un peu à travailler. Et est-ce que c'est bien, pas bien? J'en sais rien. Je fais un peu au feeling et comme je peux, mais bon, il faut quand même que je vive, quoi. Ouais, et puis tu as quand même lancé une campagne en ligne militante avec une Oui. pétition. Bon, le petit truc au milieu, quoi. Non, mais voilà, oui, je sais pas. Je me suis dit, j'ai du temps, hein, bien sûr. En postpartum, on a que ça à faire. Non, c'est pas vrai, hein. Si vous n'avez pas d'enfant en postpartum, on a pas de temps, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, ça me semblait juste la chose juste à faire. Euh, Ouais, et franchement, ça, c'est une vraie interrogation de comment on gère un postpartum. Tu vois, ça fera l'objet d'un épisode avec d'autres entrepreneuses quand on est à son compte, en fait. Comment Ouais, on carrément. délimite ça, quoi. Je pense que toi aussi, Carrément. tu y es confrontée. Je pense que c'est propre à chacune, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple et puis je pense que ça dépend où on en est dans son entreprise. Mm. Moi, j'étais clairement en création d'entreprise et c'était, enfin ouais, quand Milo est né, j'étais en train de lancer Karma Mama et c'est clair que on se rend pas du tout compte en plus de l'extérieur ce que ça représente en fait de travailler toujours depuis chez soi ou enfin voilà de moduler complètement ses horaires mais ça fait que du coup bah tu te retrouves à bosser à des horaires complètement indus. Ouais, c'est un vrai sujet effectivement carrément. Par contre, ça, j'ai réussi à le faire, c'est-à-dire ma fille, on va la chercher à l'école entre 17h et 17h30. Jamais je ne retravaille derrière. Ouais. Ça, tu vois, mon sommeil, il est précieux. Il y a des fois, je ne peux pas faire la sieste parce que j'ai trop de trucs à faire. Et d'ailleurs, c'est ma cousine qui est future doula qui me disait, mais le postpartum, c'est emploi du temps de ministre. Et j'avais oublié, c'est vrai. Entre la rééduque du périnée, les visites chez le pédiatre, ma fille qui s'est fait opérer, donc elle a dû aller voir ostéo, chiro. Non, mais j'ai l'impression de passer ma vie dans les rendez-vous médicaux et d'avoir aucun moment pour me poser. C'est super bizarre cette sensation. J'avais complètement zappé, tu vois. Alors que je m'étais promis de bien faire la sieste et je l'ai fait, tu vois, le premier mois, j'ai fait la sieste tous les jours. À 14 heures, j'étais à la sieste. Et ça m'a vraiment fait du bien. Mais là, tu vois, ces dernières semaines, je galère parce que je suis un peu à droite à gauche et j'ai très peur de le payer plus tard. Parce qu'on le rappelle, le postpartum, c'est pas juste les 10 premières semaines. C'est un long marathon et j'ai un peu peur d'être trop bien là, tu vois. Oui, comme tu dis, c'est un peu ce truc-là, je rebondis dessus parce que c'est vraiment important. Dès qu'on a un regain d'énergie, on se Et dit, on a envie, voilà, de se dire, ah bah c'est bon, je recommence à faire des choses, je recommence à sortir un peu. Alors, quand je dis sortir un peu, c'est pas aller en boîte, hein, en général. c'est faire des courses. Voilà, c'est faire des courses, c'est se dire, ah tiens, j'ai peut-être le temps pour un café avec une copine éventuellement, qui est elle aussi maman ou quoi, aux caisses. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça parce on a vite envie de retrouver en fait des choses qui nous ont manqué aussi, clairement. Il faut quand même dire ce qu'il y a, c'est que des fois ça a pu nous manquer. Puis du coup, dès qu'on retrouve de l'énergie, on a envie de se dire, allez, je reprends un peu de la sociabilité ou des choses à me sentir un peu dynamique. Mais en fait, effectivement, comme tu le soulignes, c'est de la récupération sur du long terme en fait. Donc il faut essayer de lisser la reprise doucement, doucement, quoi. Ah ouais, mais c'est super dur. Tu vois, il y a mon cerveau qui va à 1000 à l'heure, me dire j'ai envie de faire ça, ça, ça. Puis après, je me dis, mais j'ai pas du tout le temps. Et j'ai pas en fait la volonté de le faire là. Et comment je vais m'en sortir? Et je me dis, mais je me mets la pression pour rien, là, détends-toi. Et je trouve ce qui est dur, là, par exemple, pour mon postpartum, c'est les réseaux sociaux, pas d'être active, c'est de voir les autres faire des choses et te dire, oh, moi, je suis à la ramasse, j'ai pas fait ça, je fais pas ci, de se comparer quelque part. Alors, tu vois, pour ma première fille, je me comparais à d'autres mamans qui avaient des bébés en me disant, ah, son bébé, il fait ci, il dort, il est machin. Bon, ça, j'ai complètement arrêté de faire parce que ça ne m'intéresse pas et je sais que ça sert à rien. Donc, je suis très zen là-dessus. Par contre, sur mon entreprise, sur mon activité professionnelle, je me dis, ah, je suis peut-être en train de rater des trucs. Alors, le confinement me fait du bien dans un sens, je me dis, tout le monde est un peu ralenti, donc c'est pas grave. Mais ça, c'est pas simple, je trouve, euh, pour la femme moderne qui veut quand même une carrière et Carrément. profiter de son enfant, comme on disait encore, de mettre le curseur. Ouais. Donc, où est-ce que tu le mets? C'est un choix personnel et je sais que
je galère. J'ai eu 2-3 fois des petits moments de down ou de me dire merde, ça se trouve, je fais pas assez, il faut que je fasse plus. Voilà. Donc, Ouais. Peut-être si ça peut, là c'est plus la doula qui parle qu'autre chose. Moi, ce que je vois beaucoup, et d'ailleurs tu en es un exemple qui va super bien illustrer, c'est que le fait d'avoir un enfant, enfin tu vois, chaque nouvelle maternité, je trouve qu'elle vient avec comme un bonus de créativité et d'impulsion, clair. de choses qu'on va amener dans le monde. Et c'est pas forcément immédiat parce que là, ton focus, il est sur ton bébé, c'est normal, tu vois, ton bébé, ta récupération. Mais attends, quand tu vois que tu as créé la matrescence suite à finalement, si je comprends bien, ton postnatal avec Ouais. Ella, tu te dis, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'elle va créer avec Jasmine, quoi. C'est bon, ça va être un truc de ouf, quoi. Et moi, je le vois beaucoup, beaucoup, vraiment, beaucoup des femmes que j'accompagne dans l'année qui suit la naissance, elles ont comme un potentiel de créativité qui est complètement fou, quoi. Et je trouve ça hyper beau d'ailleurs de se dire que nos bébés, non seulement ils amènent du changement par eux-mêmes, puis en plus ils nous amènent à nous transformer intérieurement et à transformer notre action sur le monde en fait. C'est trop beau, je trouve. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est un peu ça, en fait. C'est vrai qu'on a le cerveau en ébullition sur d'autres choses qu'on n'avait pas avant, qui nous ouvrent d'autres perspectives. Mais il faut canaliser ça. C'est plus dur, en fait. Ouais, puis accepter la temporalité, c'est que ça. Et oui, ça, c'est un long travail sur nous-mêmes, hein. C'est ça. Et comment ton chéri il vit ce post-natal du coup avec le petit recul de 2 mois et demi? Tu disais qu'il est bien content d'avoir quand même tous ses plats au congèle et tout. Est-ce qu'il t'en fait des petits retours un peu plus, comment dire, un peu plus avec des mots posés dessus? Il voit la différence par rapport au premier aussi. Comment vous pouvez échanger là-dessus du coup avec le petit recul que vous avez maintenant? Pff, non, je pense que oui, il a pris conscience que j'avais eu besoin de ça et que c'était utile. Après, bon, Clément, il n'est pas très dans l'analyse, dans le recul. Il vit au jour le jour. Tant mieux pour lui. Donc, non, je sais pas, on n'en a pas trop parlé, mais clairement, la différence par rapport à notre première, par contre, c'est son investissement, c'est le jour et la nuit. Peut-être aussi du fait de l'accouchement où il a été investi du début à la fin, mais c'est pas du tout la même chose. Après, on s'est fait piéger dans un sens où, voilà, on a dit qu'il allait prendre 1 mois de congé paternité, sachant qu'il est associé avec une autre personne, ils sont jamais off en fait. Même dans la vie de tous les jours, c'est tous les jours quand même, il travaille un petit peu. Donc il a pu le faire de la maison et un petit peu, mais il y a eu 2-3 moments où j'ai dû lui dire, écoute, ça fait juste 2 semaines que j'ai accouché en fait. Quand tu prends des coups de fil à 18h, c'est pas possible. Je ne peux pas gérer les deux en même temps en fait, c'est impossible. Donc il fallait faire des petites piqûres de rappel quand même, tu vois. Ouais, c'est bon de l'entendre aussi parce qu'il y a tellement de mamans qui vivent ça aussi, tu vois. Les projets qu'on fait juste avant, Et ouais, juste avant, puis en fait, on se fait rattraper par les injonctions de boulot, quoi, ou par concrètement, on peut pas trop faire autrement, on peut pas Mm. tout décaler. Ouais, c'est beau de l'entendre, même si je ne le souhaite pas, c'est beau que. Je pense qu'il y a tellement de mamans qui vivent ça que c'est beau de pouvoir entendre. C'est clair, c'est vrai. Non, non, mais il faut se le dire, hein, rien n'est parfait. Heureusement, Ouais, enfin, c'est pas complètement, possible. complètement, complètement. Et je vais te poser la dernière question qui va peut-être ouvrir un gros chapitre. C'est pour ça que je la pose maintenant. Comment sont tes nuits aujourd'hui? Aucune idée. Non, mais tu vois, c'est un truc que mon père adore me poser. Alors, elle fait ses nuits? Non, mais papa, en fait, elle a 8 semaines. Ça marche pas comme ça. Mais c'est pas grave. Alors, tu vois, concrètement, pour ma première, pareil, je regardais les horaires, je regardais tout. Là, je ne sais même plus. Des fois, je me réveille, je suis là, mais est-ce que je l'ai allaitée là? C'était quand la dernière fois? C'était quel sein? Oh, je sais plus. Elle dort avec moi, sur moi, à côté de moi, entre moi et je, voilà, mes nuits sont des nuits. Comment, je sais pas, mais ça ne me stresse pas du tout. Il y a des matins qui sont plus durs que d'autres parce qu'elle a été malade, donc elle a du mal à respirer. Et un bébé malade, on le sait tous, c'est franchement galère et stressant en fait. Mais sinon, au-delà de ça, bah, c'est cool mes nuits quoi. Et tu vois, je pense là, c'est l'expérience parce que je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Qu'à un moment, elle dormira. Alors peut-être c'est dans 3 ans, oui, mais je sais que ça a une fin à un moment ou à un autre. Et puis, j'oublie pas que j'ai les hormones de l'allaitement qui font que je me rendors assez facilement.
Donc, c'est pas une prise de tête, le dodo. En plus, elle est hyper cool, notre fille. Alors, elle fait pas du tout des nuits. Tu vois, je pense au maximum, elle arrive à tenir 3 heures. Mais c'est pas grave. Je, 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 je le prends comme je dois le prendre normalement, en fait. Ouais, puis elle est encore tellement petite, t'as raison de le repréciser, c'est clair. Ouais, elle a Ça, 10 semaines. Et puis, non, mais parce que je vois, là, tu vois, pour le coup, je le vois sur Instagram, des mamans qui ont accouché en même temps que moi. Que je suivais depuis longtemps, qui n'ont rien à voir avec le fait que je les suive juste pour ça. Et des fois, elles mettent, ah, mon bébé, il a fait 23h, 6h. Bah, il y a 3 ans, ça m'aurait mis, mais tellement mal. Et là, je me dis, bah ouais, c'est cool, tant mieux pour elles. Elles ont de la chance qu'elles profitent, aucun souci. Moi, je me sens pas triste que ça ne soit pas le cas pour moi, en fait, du tout. Parce que je me dis, elles doivent, peut-être il y a d'autres choses qui sont plus dures à côté et c'est pas grave. Et moi, la journée, mon bébé, elle est toute cool, elle est tranquille et tout va bien. Et puis, je suis heureuse juste comme son rythme à elle à ce moment-là, ça me va, quoi. Je la suis, elle. carrément. On n'a pas du tout parlé du fait de devenir maman de deux. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Parce qu'il y a tellement de mamans qui vivent de la culpabilité par rapport à l'aîné. Déjà, il y a toute la question de comment on prépare l'aîné à l'arrivée d'un plus petit. On ne va pas ouvrir tout ce chapitre-là parce que sinon on en a pour encore 1 heure. Mais juste si tu veux nous dire un petit mot sur comment toi, tu as vécu le fait de plus avoir cette... Tu sais, c'est comme si l'exclusivité qu'on avait avec notre premier bébé, on est obligé de la multiplier. Enfin, c'est pas qu'on est obligé, mais c'est on doit se dédoubler un peu, tu vois. Comment toi, tu as vécu ça? Franchement, plutôt bien. Alors, moi, je viens d'une famille de 2 filles, donc déjà, voilà, c'était ma configuration classique. J'avais pas du tout peur ni d'aimer moins, ni d'aimer d'avoir une relation qui change avec l'une ou l'autre. Je savais déjà que je serais en amour pour mon bébé, ça j'en étais sûre et c'est le cas. Après, ce qui a été plus dur à gérer, c'est de trouver du temps pour ma fille, ma grande. Parce que d'un coup, tu passes de ok, certes, je suis diminuée parce que j'ai un ventre de 9 mois, mais j'ai tout mon temps pour toi. J'ai un bébé collé au sein toute la journée. Je suis désolée, je peux rien faire avec toi. Et ce qui était chouette à voir, c'est que bah, la relation qu'elle a créée avec mon mec aussi, qui est encore plus forte. Du coup, je sais que ça arrive souvent que le papa se rapproche de l'aîné et qu'il y a une forte proximité entre les deux. C'était difficile à gérer le fait qu'elle rentrait à l'école en même temps. Donc pour elle, ça faisait beaucoup de nouveautés. Donc elle a beaucoup tapé, mordu et essayé d'exprimer sa colère par ce biais-là. Jamais envers sa sœur. Elle est tellement mignonne avec sa sœur, notre grande. C'est trop beau à voir. Donc ça a été compliqué. Puis au bout de 3 semaines, j'ai eu la possibilité de pouvoir passer une journée entière avec elle et ma mère et ma tante dans Bordeaux. On a été se balader, on était au restaurant, elle était aux Anges, ma grande. Et Jasmine était dans sa poussette dans le landau, donc elle a beaucoup dormi. Donc du coup, j'étais très présente pour Ella. Et ça a débloqué plein de choses en fait. Donc voilà, on a eu 3 semaines où je pense qu'elle a encaissé le fait de ne pas m'avoir beaucoup. Et aujourd'hui, elle arrive à verbaliser, tu vois, elle me dit, bah, maman, pourquoi tu t'occupes moins de moi? C'est difficile. Donc, j'essaye voilà, de lui expliquer, de prendre du temps que avec elle, de l'écouter beaucoup, de dire, bah, tu vois, là, aujourd'hui, tu veux te dormir tout habillé, bah, je m'en fiche, dors tout habillé avec moi, aucun souci, je vais pas batailler pour que tu mettes un pyjama si ça te rassure. Donc, c'est pas simple d'avoir 2 enfants. Après, on est rodé, je trouve, quand on a déjà eu un enfant. Donc, en même temps, c'est pas simple et en même temps, c'est plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu sais ce que je veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a des choses qui sont plus fluides avec les Voilà. bébés notamment, et puis aussi sur l'organisation, certaines choses, voilà, ça roule. Le bébé, il entre dans une famille où il y a déjà une organisation adaptée aux enfants. Et en même temps, il y a des trucs où d'un coup, tu dis, ah oui, là, c'est quand même plus compliqué, notamment l'allaitement avec un plus grand quand tu es seule avec. Moi, je pense, C'est ça. ça aurait été trop comique de filmer les moments où tu allaites avec ton bébé que tu tiens à bout de bras en courant après le plus grand. Ah ben non, mais moi, je veux le dire, j'ai réussi à allaiter en essuyant les fesses de ma grande, hein, quand même. Je Voilà, sais bah, pas par comment exemple. j'ai fait, Par voilà, exemple. mais j'ai réussi. Donc, il y a un moment, là, tu te dis, là, tu vois, le Wonder Woman, oui, oui, c'est possible, je Carrément. le suis.
Donc, on trouve des ressources, hein, toujours. Mais moi, c'est ça, on a eu des petits accrochages de temps en temps avec mon mec. Et je lui dis, écoute, à partir de 18h, c'est mort. Parce que malheureusement, son boulot, c'est souvent à partir de 18h où il est au téléphone pour contacter des gens. Bon, bref, ça fait partie de son boulot. Mais je lui dis, là, je suis désolée, il va falloir qu'on trouve une autre organisation parce que moi, je ne peux pas faire à manger, m'occuper de Jasmine là, l'été, puisqu'en plus, les bébés allaitent sont très demandeurs à partir de 17h, c'est hormonal, c'est comme ça. Et gérer Ella qui est frustrée de sa journée à l'école et qui a besoin d'attention. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui est dur pour Ella, par exemple, là, avec le confinement. Elle va à l'école et nous, on reste tous les trois ensemble à la maison. Et ça, je pense que ça lui pèse parce qu'elle ne comprend pas et je la comprends tout à fait. Pourquoi elle s'en va et nous, on reste ensemble. Donc, il faut trouver d'autres moments pour être avec elle, quoi. Carrément. C'est pas simple. Carrément. Mais tout se fait. On y arrive toujours. Ouais. Ce qui est beau, c'est que j'entends qu'il y a plein d'échanges, plein de discussions, parfois houleuses, parfois à la cool. Et c'est la vie, quoi. C'est la vie avec la Mais tu vois la différence que j'ai fait un épisode sur le baby clash avec mon mec, ça a été très, très compliqué l'arrivée de notre première. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, on s'est très bien communiqué. Ok, on n'est pas d'accord. Ok, des fois, il faut faire des mises au point, mais on n'est pas du tout dans la rancœur. Moi, j'avais beaucoup de colère envers lui, de détresse, d'incompréhension. On n'est pas du tout dans cette relation-là avec l'arrivée de notre deuxième. Pas du tout. Oui, il y a des fois, on n'est pas d'accord et ça clash un peu, mais on arrive à communiquer d'une manière hyper efficace. Et ça change tout. Ouais, j'entends. Il n'y a pas eu d'éloignement Non. majeur à un moment, quoi. Ouais. Non, et ça, tu vois, tu m'as posé la question sur l'accouchement à la maison. Ça nous a beaucoup rapprochés, au contraire. Ouais, moi je le vois vraiment, je le vois. Tu sais, c'est un truc de fou quand, enfin un truc de fou, je sais pas, mais souvent après la naissance, je vais au domicile des parents après la naissance, et quand c'est des accouchements à domicile, et moi je l'ai vécu avec mon mec. Souvent, la maman, elle est juste sur son nuage, tu vois. Elle prend le complet, elle est là avec son bébé. Voilà, on parle du périnée, de l'allaitement, on se refait un peu le film de la naissance et tout. Mais le papa, il est transformé. Il est transformé d'avoir vécu ça, d'avoir été autant impliqué, d'avoir vu sa femme vivre ça. Enfin, tu vois, ils sont métamorphosés. Ils brillent, quoi. Tu les vois, ils brillent dans le noir tellement ils sont fiers de ce qu'ils ont vécu et tout. C'est hyper beau à voir, je trouve. Vraiment, les pères, ils sont transformés par l'accouchement à domicile. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et moi, le mien, ils ont une place, quoi. Ouais, carrément. Et moi, le mien, il était trop marrant parce qu'il racontait à tout le monde. Il faisait la promotion à tous nos copains, tu vois, qui venaient nous voir après notre premier enfant. Il faisait vraiment la propagande autour de l'accouchement à domicile. C'était vraiment trop marrant. Ouais. C'est ce que m'a dit ma sage-femme. Elle me dit, tu verras, une fois que les hommes ils ont vécu l'accouchement à domicile, c'est eux les plus gros ambassadeurs de l'accouchement à domicile. Ouais, c'est clair. Je la rejoins tout à fait. Mais écoute Clémentine, est-ce que tu veux donner peut-être un tout dernier mot ou tout dernier petit conseil ou tips ou pour conclure? Et puis moi je te remercie fort 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 d'avoir pris ce temps avec nous quand tu es encore dans ton postnatal et que tu as malgré tout des projets que tu mènes avec avec ta force de maman qui vient d'avoir son bébé quand même, c'est pas rien. Ouais, merci, c'est gentil en tout cas. Non, je sais pas si j'ai des choses à dire, mais écoutez-vous. Je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit ce que je ressens c'est bizarre, c'est pas normal. Non, si tu ressens quelque chose, il n'y a rien de bizarre, pas normal, tu le ressens. Donc écoute-le et après faut adapter en conséquence de ce qu'on ressent. Mais si on se sent dépassé, on a le droit. Si on se sent heureuse, on a le droit. Il faut juste être consciente que ce qu'on ressent, ça a de la valeur. Et je pense que ça, c'est pas toujours simple, surtout dans la maternité, dans la parentalité, mais on a le droit de ressentir des choses ambiguës. Ça, c'est une réalité et ça fait pleinement partie du postpartum. L'ambivalence, la fameuse ambivalence. Ouais. Merci beaucoup Clémentine. Merci à toi. Merci beaucoup Christelle. Voilà, l'épisode de cette semaine touche à sa fin. Encore un grand merci Clémentine pour ton temps, pour ton implication dans le monde des naissances et tes doux mots de la fin.
J'espère que cet épisode vous aura apporté de l'information et de l'inspiration. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore signé la pétition Une femme, une sage-femme, vous trouverez le lien direct sur mon site karma-mama.com dans la rubrique podcast. De mon côté, je vous envoie plein de belles pensées et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou sur les réseaux sociaux. Bye bye.